Bon, ils vont arriver, ils vont venir. Moi, je suis extrêmement honoré, touché que finalement François Sureau puisse venir nous parler. On a essayé de le faire l'année passée. Évidemment, ça s'est terminé un peu quasiment en presque pas de congrès. Ce n'est pas le cas. On a été encore une fois apeuré par peut-être l'impossibilité d'organiser notre congrès, puis nous l'avons fait, et nous avons surtout l'immense honneur d'avoir François Sureau. Alors François Sureau, je lui ai demandé comment j'allais le présenter. Tout le monde a le programme, tout le monde a sa biographie. Alors la petite histoire, c'est la première fois que je l'ai contacté, il n'était pas immortel, et donc il a eu peur de venir à cause du Covid. Et dans la mesure où il est devenu, donc il a pu venir. C'est le seul calembour que je ferai. Et donc il est académicien depuis, on l'a su. Alors il nous dira à la place de qui il l'a pris. Hier, Jean-Christophe Ruffin nous parlait d'Henri Troyan. Il a pris le siège d'Henri Troyan. Moi, je suis Max Gallo. Max Gallo, voilà. Très bien. Un Russe et un Niçois, si je me... Un Russe et un Niçois. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est vraiment un immense bonheur, honneur. Alors, j'ai quand même parcouru sa page Wikipédia, comme monsieur tout le monde, mais bon. Écrivain, militaire, haut fonctionnaire, mais il y a d'autres aussi, d'autres éléments que j'ai appris là, très investi dans les questions peut-être aussi humanitaires, et peut-être même intéressé, même beaucoup intéressé par la personne. Et donc, c'est cet homme que l'on reçoit, et pas un simple, entre guillemets, écrivain. Peut-on être un simple écrivain? Je ne le pense pas, sinon on n'écrit pas. Voilà. Bon, écoutez, François, je vous laisse. Je te laisse. Merci bien. Eh bien, ça marche, oui, on m'entend. Alors d'abord, merci de cette invitation. Je suis spécialement content d'être parmi vous parce que je me tiens pour la première fois à l'intérieur d'une chose qui a bercé ma jeunesse et qui était pour moi quelque chose de très mystérieux, qui est le congrès. Mon père était professeur de médecine et de temps en temps, il se barrait pour aller à des congrès. Et le congrès était pour moi un espace absolument mystérieux où les enfants n'avaient pas accès, où il se passait des choses absolument décisives. Donc je suis très content d'être là. La deuxième chose, c'est l'Albatros, qui évidemment évoque le vers de Baudelaire, et qui est plaisant pour cette raison. Mais je me suis dit qu'à la fin quand même d'une semaine passablement chargée, vous aviez évoqué des questions sérieuses. L'essentiel de mon travail consisterait à vous distraire, enfin à vous distraire relativement, mais enfin à essayer de vous distraire en vous parlant essentiellement de littérature. Et de littérature autour de quoi ? Autour de l'idée de l'addiction. Alors, c'est un propos rhétorique, parce que ce dont je vais parler, c'est l'addiction des écrivains français aux idées générales depuis le XVIIIe siècle. Cette addiction des écrivains français aux idées générales est, à mes yeux, comme une maladie qui frappe spécialement les Français et qui frappe beaucoup moins les écrivains d'autres pays européens ou extra-européens. C'est une chose très frappante. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est un Américain, qui s'appelle Tony Judd, qui était professeur à Columbia, qui a écrit il y a quelques années un très beau livre sur les écrivains qui ont aimé la liberté dans le XXe siècle français. Et en fait, il a été capable d'en trouver que 4. Parce que tous les autres, en vertu de constructions théoriques de droite ou de gauche, avaient en réalité basculé du mauvais côté. Alors les 4 qu'il avait trouvés, c'était Aron, Mauriac, Paulan, et puis on peut y rajouter Camus, quoi, voyez, bon. Tous les autres, quand vous les prenez en masse, vous vous rendez compte qu'au cours du XXe siècle, ils ont soit donné dans les totalitarismes de droite, soit donné dans les totalitarismes de gauche, en vertu d'une caractéristique assez propre aux écrivains français, qui est que l'activité littéraire se coule pour eux à l'intérieur de modèles idéologiques prédéterminés, ce qui n'est pas du tout le cas de la même manière pour les écrivains anglais, pour les écrivains russes, ou même pour les écrivains allemands, j'y viendrai. Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, en parlant de l'addiction des écrivains français à l'idée générale. Alors, j'ai prévu de parler de 3 choses différentes. D'abord, de faire un peu d'anthropologie nationale basique, histoire de vous distraire. Alors, je sais bien que c'est un exercice un peu ridicule et très daté et très 19e, consistant à se demander à quoi ressemblent les Français, à quoi ressemblent les Anglais collectivement, à quoi ressemblent les Allemands, et ainsi de suite. Mais enfin, ça vaut le coup de le faire parce que l'écrivain, par nature, il est attaché à des choses pratiques, comme j'imagine d'ailleurs le thérapeute, il est attaché à des choses prosaïques. Avant d'élaborer des constructions, il a à voir avec le réel qui se révèle à lui. Et donc c'est mon premier point, c'est
La France, de manière générale, est un pays dans lequel la réalité, le sens de la réalité et le sens de la vérité du réel, dans lequel ces deux sens, qui n'en forment qu'un, au fond, sont des sens assez largement déficients. Et comme nous sommes très scotchés à nous-mêmes en qualité de Français, nous ne nous en rendons pas compte du tout. Il faut très souvent faire le détour par les écrivains étrangers, en voyant ce que les écrivains étrangers ont dit de la France, pour se rendre compte de notre éloignement du réel. Alors je prendrai quelques exemples absolument pratiques de l'éloignement du réel. Je crois que l'événement fondateur pour moi, la scène primitive de l'éloignement du réel, elle a eu lieu au moment de l'enterrement de François Mitterrand. Pourquoi l'enterrement de François Mitterrand? J'étais dans un café où j'ai mes habitudes et je regardais sur la télévision, France 2 ou TF1, l'enterrement de Mitterrand. Et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait l'aéroport de Jarnac, qui est en fait transformé en aéroport militaire, avec des gendarmes mobiles partout autour de l'aéroport de Jarnac, un avion du GLAM, un avion de l'armée en réalité, qui se pose sur le tarmac, descend de l'avion le cercueil, porté par 6 soldats, et le cercueil suivi du président du Conseil constitutionnel, lui-même tenant en laisse un labrador, passe devant 2 compagnies d'infanterie, c'est-à-dire 350 hommes, un colonel et un drapeau. Donc on voit le cercueil qui sort, porté par ces 6 soldats, suivi par le président du Conseil constitutionnel, passant devant 350 hommes en armes avec un colonel et un drapeau qui saluent. Jusque-là, tout va bien. Sauf que j'entends la voix du speaker de France 2 qui dit, avec ce côté cafard qu'ont quelquefois les speakers au moment des grands enterrements nationaux, c'est le président Mitterrand qui a voulu cet enterrement tout simple, qui aurait pu être l'enterrement de n'importe quel Français. Je suis ébahi. Alors, tout simple, 350 soldats sous les armes, un avion militaire, le président du Conseil constitutionnel, ça fait quand même beaucoup. Si on devait faire ça pour chaque Français, on n'en sortirait pas. Je me retourne, m'attendant à ce qu'un éclat de rire général secoue le café. Pas du tout. Les gens étaient comme des bœufs en train de regarder leur petit écran et personne ne rit. C'est là où je me suis rendu compte, je crois, pour la première fois, que quelque chose n'allait pas en France. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mieux compris ensuite les délires qui avaient pu animer à certains moments de leur vie Jean-Paul Sartre d'un côté, Alphonse de Chateaubriand de l'autre, pas François-René Alphonse, Brasillac ou des auteurs encore plus contestables. Deuxième caractéristique, parce que dans mon métier d'avocat, au cours des 20 dernières années, j'ai beaucoup milité comme avocat de la Ligue des droits de l'homme pour les libertés publiques dans le sens le plus simple. Et pendant ces 20 années, où j'ai plaidé, j'entendais sans cesse des déclarations ministérielles, des déclarations juridictionnelles, expliquer que, au fond, ceci était ou n'était pas compatible avec notre essence de pays de la liberté. Et là aussi, la surprise m'a pris, parce que quelqu'un qui connaît l'histoire sait que la France n'est pas du tout le pays de la liberté. La France est le pays de la déclaration des droits. Comme dit Badinter, elle n'est pas le pays des droits, elle est le pays de leur déclaration, ce qui n'est pas du tout pareil. Quand vous prenez l'histoire de France, de manière absolument plate et neutre, vous vous rendez compte qu'on a connu quelques moments de liberté entre 1788, abolition en pratique de la censure des livres et de la torture, jusqu'à 1792-93, et à partir de là, si je puis m'exprimer de manière militaire, tout déconne. C'est-à-dire qu'à partir de 1793, vous avez la loi des suspects, l'assignation à résidence, tout ce qui concerne la terreur. On bascule ensuite dans le Directoire, qui ne fait, après Thermidor, qu'aggraver la loi des suspects, ruiner entièrement les libertés individuelles. Pour finir, on bascule dans le Premier Empire. Et quand c'est la Restauration, on a la loi sur le sacrilège, la loi de justice et d'amour, et toutes sortes de choses qui débouchent, au bout du compte, sur 1848, une étincelle bienvenue, mais extrêmement brève, à l'issue de laquelle nous nous tapons très exactement le Second Empire, qui n'est pas précisément, même dans les 10 dernières années de sa fin, un régime libéral. Donc déjà, nous arrivons pratiquement au début de la Troisième République, qui se singularise immédiatement par la création d'un régime dit d'ordre moral. Et il faut attendre les années 1880 à 1914 pour avoir en France un régime véritablement libéral. C'est-à-dire un régime qui reconnaisse la liberté d'association sur simple déclaration, la liberté de la presse sans censure préalable. Et ça dure une trentaine d'années, puisque après, au fond, vous avez la réintroduction de la censure à cause de la guerre.
entre les deux guerres, le durcissement de la législation des libertés publiques, et je passe l'existence de ce qu'on appelle le législateur colonial, qui en fait soumettait les populations de l'ancien empire français à un contrôle politique absolument radical. Et puis après, vous avez les guerres coloniales et leur cortège de limites à la liberté d'expression. Le général de Gaulle qui fonde la Ve République, dans lequel en réalité la liberté d'expression était tout sauf assurée, y compris, on le voit, y compris par les procès au chef de l'État, y compris au moment du règlement de l'affaire d'Algérie par les cours militaires de justice statuant sans recours. Il a fallu que le Conseil d'État y mette un terme. Et donc vous voyez qu'au total, nous ne sommes pas du tout le pays des libertés. On est un pays dans lequel les procureurs agissent, le juge d'instruction instruit en réalité à charge et non pas à décharge. C'est-à-dire que tout ce que nous présentons comme une idée de France ouverte, libérale, ne correspond en réalité à rien. À rien. Et très très peu, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour s'en rendre compte en réalité. Je vous en donne un seul exemple. Nous avons une déclaration des droits de l'homme et du citoyen que vous connaissez. Il a fallu attendre 1971 pour juger de la constitutionnalité d'une loi par rapport à la déclaration des droits. C'est-à-dire que jusqu'en 1971, grande décision du Conseil constitutionnel sur la liberté d'association, jusqu'en 1971, le législateur pouvait voter des lois contraires à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et d'ailleurs le faisait assez couramment. Ce qui fait que quand on a créé, dans les années récentes, ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, on a vu le juge constitutionnel actuel détricoter des parts considérables du système législatif antérieur, simplement parce qu'elles étaient contraires à la Déclaration des droits. C'est le même pays qui se prétend le pays de la Déclaration des droits. Nous sommes également un pays qui a tendance à, d'une certaine manière, à se vanter aussi, pour les mettre sous l'étouffoir, des écrivains qui sont les plus réfractaires. Et d'ailleurs, pour les mettre sous l'étouffoir, à droite comme à gauche, c'est-à-dire que autant la structure politique de la France a toujours été une structure raisonnablement autoritaire, une structure du contrôle administratif, autant c'est vrai que nous avons eu des écrivains qui, de Hugo au surréaliste, après tout, ont présenté des figures différentes. La capacité de l'État et d'un mécanisme bureaucratique à les récupérer pour en faire des figures acceptables est absolument considérable. L'exemple pour moi a été également, c'est toujours des exemples pratiques absolument extraordinaires. Ça a été au moment des célébrations de la Révolution française, le ministre de la Culture de l'époque avait décidé d'organiser de sous-préfecture en sous-préfecture, sponsorisée par le contribuable, une course des voleurs de feu de Paris à Charleville pour honorer Rimbaud. Et ça, le malheureux Rimbaud se retourne dans sa tombe de voir des sous-préfets organiser des relais 4 fois 100 mètres entre Paris et Charleville. Et c'est vraiment une de nos attitudes les plus courantes. Dans la période récente, dans les quinquennats précédents, par exemple, vous avez eu cette idée extraordinaire, puisque la France est un pays qui est très soucieux de se définir lui-même, comme on le voit à l'heure actuelle dans la campagne pré-présidentielle, qu'est-ce qu'être français, etc. Et l'idée géniale, je crois qu'il n'aurait pu germer nulle part ailleurs qu'en France, a été que le président de la République a décidé d'organiser de gigantesques conclaves de préfets à travers le territoire pour envoyer des questionnaires à tout le monde pour que les gens disent ce qu'était selon eux être français, les préfets ayant ainsi la charge de définir l'identité française. Tout ceci compose un pays qui est massivement adonné à l'irréel, ce qui est assez fascinant. Je donne un autre exemple, plus directement politique, et quoi que ce soit qu'on pense d'ailleurs de l'évolution politico-économique. Je fréquente pour des raisons d'ailleurs qui ont trait à la défense des étrangers, des réfugiés, etc., plutôt des milieux de gauche ou d'extrême gauche que des milieux de droite ou d'extrême droite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand je les écoute, la plupart d'entre eux développent des théories selon lesquelles la répression policière, par exemple, serait l'auxiliaire nécessaire d'une libéralisation absolue voulue par le système cosmopolite apatride et macronien, consistant à faire rentrer tout le monde dans une sorte de division internationale du travail destinée à écharper les plus pauvres. Bon. Et ce qui est assez marrant, c'est que les gens disent ça dans un pays dont le taux de transferts sociaux est le plus élevé de tous les pays de l'OCDE, dans lequel, quoi qu'inégale, le taux de pression fiscale est objectivement considérable, et qui vient d'ouvrir les vannes de la dépense publique sur 4 générations à l'occasion du Covid. Mais pourtant, on continue de dire que nous vivons dans un système libéral, alors que sur le plan économique, nous vivons juste dans un système communiste qui fonctionne, comme disait Kundera. Et ça aussi est très révélateur d'une... Bref, nous nous sommes fait une spécialité de l'idéal, c'est-à-dire d'une sorte de discours idéaliste sur le réel qui a extrêmement peu à voir avec le réel. C'est assez fascinant.
Ce faisant, et vous allez voir en quoi ça a un effet sur la littérature, ce faisant, on a très souvent l'impression qu'en réalité, la France oscille entre une sorte de grand discours interprétatif sur le monde, un discours, alors je sais que je parle à des psychiatres, pour un assez grand nombre d'entre vous, dont je vais employer des termes propres à Madame Michu, mais un discours de Maboul. Vous voyez, un discours de Maboul. Nous avons d'un côté le discours idéaliste maboulique, celui qui a conduit Foucault à voir que le régime des ayatollahs, par exemple, était la réalisation du bonheur sur Terre, ce qui est un propos de Maboul. Bon. Et de l'autre côté, lorsqu'on quitte le domaine du Maboul, on rentre immédiatement dans le domaine de la gestion technocratique simple. C'est-à-dire que l'action publique n'est plus que la mise en œuvre par l'administration des politiques qui n'ont pas à voir avec le réel, mais qui visent à améliorer la manière dont l'administration traite le réel. Ceci vaut à la fois en matière de loi d'immigration et d'organisation hospitalière, par exemple. Le sujet n'est pas le réel, il est la manière dont l'administration le traite. Donc vous avez une espèce de schizophrénie française, si je puis dire, où d'un côté vous avez un discours sur l'idéal, et de l'autre vous avez une pratique rigoureusement administrative. Ce qui explique bizarrement quelque chose de très étonnant pour un juriste, qui est l'atonie complète des réflexions de pure philosophie juridique ou de pure philosophie politique à l'occasion des moments importants. Moi, je suis très lecteur des décisions de la Cour suprême des États-Unis depuis les années 20. La Cour suprême des États-Unis est extraordinaire parce qu'on présente très souvent les Américains ou les Anglo-Saxons comme de purs pragmatistes. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Quand vous regardez les débats qui opposent dans les opinions majoritaires et les opinions dissidentes les 9 juges de la Cour suprême des États-Unis, vous vous rendez compte que ces débats sont à chaque fois fondés sur des réflexions de nature philosophique sur ce que doit être la Constitution des États-Unis, y compris d'ailleurs sur la portée historique d'un texte. C'est la grande controverse de savoir si les amendements à la Constitution américaine, qui sont l'équivalent de notre Déclaration des droits, ont été faits au 18e pour toujours, ou au 18e avec un esprit du 18e qu'on pourrait adapter maintenant. Cette grande question méthodologique, elle broche sur la question du fédéralisme, par ailleurs, qui est une question importante, et à la fin, sur des questions qui sont de véritables questions de principe, qui d'ailleurs prennent très très souvent les divisions politiques habituelles en écharpe. L'un des exemples, il y a un juge de la Cour suprême américaine que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Antonin Scalia, qui est mort maintenant. Et Antonin Scalia était un immigré italien d'origine extrêmement modeste, qui était un catholique intégriste, avec 9 enfants, dont 8 religieux, et qui n'a jamais cessé de défendre de manière absolument radicale la disparition de toute censure. De la même manière, ce catholique intégriste défendait le Roe versus Wade, vous savez, le droit à l'avortement. Il défendait le droit à l'avortement par des réflexions à la fois principielles, mais exprimées dans un langage incroyablement pratique, dont on chercherait en vain la transposition ou l'équivalent chez nous. Par exemple, pour parler du droit à l'avortement, il avait, dans le cadre d'un procès où la question était de savoir quand est-ce que la vie commence, Scalia exprime dans une opinion dissidente cette phrase absolument remarquable, la question du commencement de la vie, il n'y a aucune raison de penser qu'elle est mieux connue par les 9 juges de cette cour que par n'importe lequel habitant du Kansas pris au hasard dans l'annuaire du téléphone. On chercherait en vain, en France, quelque chose qui à la fois fasse référence à un substrat philosophique aussi net et en même temps à une appréciation pratique aussi réelle. Ça, c'est notre portrait national, c'est-à-dire le portrait d'un pays massivement éloigné de la réalité. Quelle est la conséquence que ça a sur les écrivains et sur la manière dont, au cours du XXe siècle, ils ont vu leur rôle en qualité d'écrivains? Je voudrais distinguer 3 cas intéressants. Le premier cas, c'est celui de l'écrivain français qui dit quelque chose malgré lui. Alors ça, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Henri Michaud, le surréaliste. Vous savez qu'Henri Michaud était né belge. Alors ça, c'est une chose assez extraordinaire. Henri Michaud naît belge. Il est belge. Du temps qu'il est belge, il voyage en Asie. Il publie un livre absolument extraordinaire qui s'appelle « Un barbare en Asie ». Ce livre, d'une certaine manière, contient des notations extrêmement pittoresques et drôles sur la saleté des brahmanes, l'obsession sexuelle des moines bouddhistes dans le temple de Pagan en Birmanie. Bref, c'est du réel. On peut aimer ou pas aimer ce qu'il écrit, mais c'est du réel et c'est objectivement désopilant. Simon Leys, le grand sinologue, qui était belge aussi, est le premier à avoir remarqué qu'il y avait une discordance entre les 2 éditions successives du Barbare en Asie de Michaud, avant et après sa naturalisation française.
Avant sa naturalisation française, il exprime le réel tel qu'il le voit. Après sa naturalisation française, ayant conscience d'avoir pris pied dans la patrie de l'idéal, surveillant son langage comme un grand prêtre de ce qu'on appellerait aujourd'hui le politiquement correct, il supprime, gomme ou altère la plupart des notations pratiques existant dans l'ouvrage écrit du temps qu'il était belge. Ceci est extrêmement révélateur. Plus grave ou plus intéressant, Andrew Young. Young est un écrivain anglais que j'aime beaucoup, qui était un vicaire naturaliste, un peu comme le vicaire savoyard de Rousseau, comme on en faisait à la fin du XVIIIe siècle. Il voyage en France de 1788 à 1792, donc c'est extrêmement intéressant ce qu'il voit de 88 à 92. Et il décrit exactement trois choses qui pour lui manifestent l'éloignement du réel des Français. D'abord, il décrit un complotisme universel. Il est partout. Et il se rend compte, il va partout, il va dans toutes les provinces, il va à Paris, il va dans toutes les parties du territoire, et là il se rend compte qu'il est affronté à deux complotismes différents, qui est le complotisme globalement de la faction royaliste, même constitutionnelle, qui explique que l'influence de l'Angleterre, de Fox, de la franc-maçonnerie et de je ne sais quoi contribue à ruiner le royaume de France. Et puis de l'autre, il est accablé par... il est lui-même pris pour un espion anglais, il est accablé par les complotistes populaires qui expliquent que le roi, la reine et le petit mitron ne conspirent qu'à une chose, qui est la destruction du peuple. Quand vous lisez la description par Young de sa vie en France entre 88 et 92, et que vous ouvrez un journal contemporain, ou que vous assistez à un meeting contemporain, surtout dans les franges extrêmes, vous êtes absolument fasciné par le fait que c'est la même chose. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours été frappé de la volonté, par exemple, qui me paraît fâcheuse, de l'État de réprimer ce qu'on appelle les fake news. Moi, j'ai fait mon éducation d'homme à la politique sous l'Empire d'un régime général de fake news qui était véritablement le régime de la pensée française des années 70 à 80. Quand je faisais mes études, par exemple, mon professeur de géographie dans les classes supérieures, qui était un normalien tout à fait remarquable et d'ailleurs absolument stalinien, qui avait publié le que sais-je URSS, expliquait pratiquement chaque semaine à des types qui notaient et qui donnaient ça dans leur, qui restituaient ça dans leur dissertation, que l'Union soviétique allait l'année prochaine dépasser les États-Unis d'Amérique en termes de production de charbon, de blé, d'électricité, de je ne sais quoi. Bon, évidemment, il ne s'est rien passé. Quand l'Union soviétique s'est cassé la figure, on s'est rendu compte que son produit intérieur brut était très exactement celui de la Belgique. Mais néanmoins, pendant les 20 ans où nous faisions nos études, nous avons été soumis à ça. Entre le complot judéo-maçonnique d'un côté, propre à la droite, et le complot des 200 familles du cartel des gauches à nos jours, le système français est très exactement le système décrit par Young. Il observe une deuxième caractéristique très intéressante, qui est la violation du réel par la technocratie. Il ne met pas en cause, par exemple, le fait que Turgot a raison de vouloir réformer les voies navigables ou réformer les systèmes d'octroi qui font que la circulation des marchandises sur le territoire n'est pas satisfaisante. Il trouve ça très très bien. C'est la manière de faire qui le surprend. Cette manière de faire consiste pour les intendants ou pour les modernisateurs à rejeter le peuple dans une espèce d'opacité passive, d'une espèce de gros monstre ignorant de ses propres intérêts, pour faire le bien du dit peuple malgré lui, sans aucun mécanisme d'association. Il faut voir qu'il est anglais, qu'il vient de la Grande Révolution de 1689, que les communes sont quelque chose d'important, qu'ils ont un vrai système parlementaire, qu'ils ont un vrai système de débat, système que nous n'avons pas du tout et que d'ailleurs, après 20 constitutions différentes depuis la Révolution, nous n'avons pas encore été capables d'inventer maintenant. C'est la deuxième chose. Et puis, il note aussi quelque chose de très significatif, qui est la préférence pour les grands schémas sans rapport avec le réel. Alors ceci, Burke le note aussi à la même époque dans ses considérations sur la Révolution française. Burke avait tout. Burke, qui est considéré comme un conservateur, avait été partisan de l'indépendance des États-Unis, il était partisan de l'indépendance de l'Irlande, ce qui était quand même beaucoup pour un Anglais à l'époque, et il avait tout pour être un fanat de la Révolution française. Il n'est pas un fanat de la Révolution française, parce qu'il voit globalement une bande d'avocats sans cause ériger des grands principes qui ne fonctionnent qu'au bénéfice d'une poignée de personnes, sans considération des intérêts de la masse. Le grand exemple étant la loi Le Chapelier. On présente toujours la Révolution française comme étant un facteur de progrès social. C'est un facteur de progrès social pour la bourgeoisie seulement, puisque sous l'Ancien Régime, le système des corporations faisait échapper aux propriétaires de l'outil de travail la détermination du salaire de l'ouvrier.
La loi Le Chapelier abolissant les corporations, elle laisse le patron seul, libre, jusqu'à la création du mouvement syndical, de fixer le salaire des ouvriers. Tout ça, Young le voit extrêmement bien. Clemenceau, qui était un esprit exceptionnel et qui, après sa retraite du pouvoir, a fait des visites dans les pays d'Amérique latine, le décrit extrêmement bien quand il s'intéresse au système pénitentiaire. Le système pénitentiaire, c'est comme le système fiscal. C'est quelque chose qui sert vraiment à voir ce qu'une société pense d'elle-même, ce qu'elle dit d'elle-même, ce qu'elle est en réalité. Et donc il se livre à des comparaisons de... Voilà. Et puis au bout d'un moment, il répète ça. Il dit au fond, nous n'avons pas d'intérêt pour la manière dont ça se passe. La preuve, c'est que nous avons proclamé les droits universels, y compris la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de s'exprimer, et que 6 mois après, nous avons érigé une guillotine sur la place de la Concorde. Si je franchis encore un pas supplémentaire par rapport à Andrew Young, il y a cette scène qui pour moi est absolument fondatrice et qui est le procès Kravchenko en 1949. Alors, le procès Kravchenko est très intéressant. Vous vous souvenez qui était Kravchenko? C'était un haut fonctionnaire soviétique qui devait travailler aux Nations Unies et qui, en fait, fuit pour demander l'asile politique à la France. Il publie un livre qui s'appelle « J'ai choisi la liberté ». On est en plein stalinisme, hein, c'est pas la perestroïka. Il publie un livre qui s'appelle « J'ai choisi la liberté ». Et ce livre fait immédiatement l'objet d'une vindicte radicale et il y a un procès en diffamation qui est intenté par une demi-douzaine de publications néo-soviétiques, c'est-à-dire le Clarté, l'Humanité, etc., et le Parti communiste français lui-même. Et donc il y a un procès, qui est le procès de « J'ai choisi la liberté », qui est un procès absolument exceptionnel, où Kravchenko est défendu par Georges Izard, qui était un grand avocat de l'époque. Et au fond, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le réel ne rentre pas. C'est-à-dire que défile, pour accabler Kravchenko, tout ce que l'intelligence française compte de personnalités notables. Cassou, Simone de Beauvoir, Joliot-Curie, Langevin, la moitié du Collège de France défilent alors qu'ils n'ont aucune connaissance du système soviétique. Enfin, sauf pour certains d'entre eux, 3 voyages organisés, pour dire tout va très bien là-bas. En face, il y a une seule personne, qui est Margaret Beuber-Neumann, qui était la femme d'un communiste allemand livré à Hitler par Staline, récupérée ensuite, elle, par Staline, et qui vient de passer 5 ans au bagne de Karaganda, dont elle décrit, avec quelques pauvres anonymes, la réalité. Eh bien, ça ne marche pas. Il y a dans la salle un personnage extraordinaire qui note ça, un personnage pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de prédilection, qui s'appelle Arthur Kessler, qui s'est engagé d'ailleurs pour servir la France dans les légions étrangères en 39-40, après avoir fait la guerre d'Espagne dans les brigades internationales et avoir échappé de très très peu à la mort, qui ensuite a déserté de la Légion étrangère parce qu'on voulait l'envoyer en Algérie et non pas aller réellement combattre les Allemands, s'est engagé dans la résistance, est revenu en Angleterre et en 1946 décide de se réétablir en France parce que la France est malgré tout le pays qu'il préfère. Et Kessler prend la parole à plusieurs reprises pour défendre Beuber-Neumann et pour défendre Kravchenko. La lecture exhaustive des journaux de l'époque est absolument fascinante. Les Temps modernes, journal de Sartre et Lanzmann, écrivent « On ne sait pas au juste ce qui se passe en URSS ». Nous sommes 13 ou 14 ans après la parution du livre de Boris Souvarine sur Staline. Esprit, qui est la revue, une revue non pas néo-communiste, mais la revue du personnalisme chrétien, écrit sous la plume de son éditorialiste, qui est Emmanuel Mounier, « Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, nous ne kessleriserons pas ». La violence qui se déchaîne à cette occasion contre Kessler, Beuber-Neumann et ceux qui défendent Kravchenko, on a peine à l'imaginer aujourd'hui. Imaginez par exemple, vous vous souvenez que Gide, qui était pour Kant l'archétype du bourgeois français tranquille et d'une certaine manière, en dehors de l'exhibition de sa singularité sexuelle,
qui demandait du courage à l'époque, hein, mais était assez peu porté à s'exposer aux coups politiques. Il a pourtant fait 2 grands textes politiques. L'un, c'est Le Retour du Congo, où il condamne la colonisation française au Congo et ses modalités. Et l'autre, surtout, Le Retour du RSS. Le Retour du RSS, alors qu'il a participé avant au congrès des écrivains antifascistes à Moscou, aux côtés de Malraux, le Retour du RSS lui vaudra une haine absolument radicale. Je vais vous citer l'Humanité que j'ai retrouvée le jour de la mort de Gide. Il est mort, le fasciste pédéraste, le plus parfait poète de la décomposition de l'homme. C'est un cadavre qui vient de mourir. Imaginez ça quand même. Aujourd'hui, c'est tout à fait saisissant. La presse du Parti communiste, Kessler a acheté avec ses droits d'auteur, les droits d'auteur du Zéro et l'Infini, où il y a une magnifique figure de Roubachoff. Il a acheté une petite villa que j'ai été voir à Verterive, près de Samois, sur les bords de la Seine. Et l'Humanité publie l'emplacement de Verterive à la carte, avec une flèche rouge, appelant au meurtre de Kessler, tout simplement. Ce qui fait que Kessler va finir par quitter la France et par se retourner en Angleterre à partir de 1950. Et il se suicidera en 1965 après avoir écrit « L'éthique de la fin justifie les moyens sera notre perte. Je redoute les adorateurs du nouveau Baal qui règnent sur le vide moral du haut de son cerveau électronique. » Et au fond, la manière dont les intellectuels français, et spécialement les écrivains, parce qu'au fond, je veux dire qu'un philosophe bâtisseur par nature de système en vienne à imaginer qu'il faut prendre Marx corrigé par Lénine. Aron disait, c'est Hegel corrigé par la série noire. Bon. Et l'appliquer, pourquoi pas? Je veux dire, Heidegger, Carl Schmitt, on voit où se nichent leurs erreurs, mais ce sont des erreurs systématiques de gens dont l'exercice de la pensée est systématique. Pour les écrivains, c'est beaucoup plus surprenant. Et c'est en réalité une véritable addiction nationale. Prenez le système de Rousseau, qui est un système qui a débouché sur une sorte d'hypertrophie de l'idée de la volonté générale, et d'ailleurs aux antipodes de l'expression intime des sentiments de Rousseau tels qu'il les exprime dans les Confessions ou dans les Rêveries. Donc c'est quelque chose de tout à fait étrange. Prenez à l'autre bord du spectre politique Chateaubriand, qui met la totalité de sa plume au service d'une sorte de restauration théocratique en écrivant, avec un grand talent d'ailleurs, non pas l'itinéraire de Paris à Jérusalem, qui est exactement l'équivalent des Rêveries du promeneur solitaire pour Rousseau, mais le génie du christianisme. C'est la manière dont les écrivains de l'entre-deux-guerres basculent dans la conception totalitaire. Alors certains d'entre eux basculent dans la conception totalitaire de manière, comment dire, en raison de l'expérience de leur vie. C'est par exemple Giono. Alors, Giono n'a pas été un collaborateur totalitaire, mais Giono avait été très marqué par la Première Guerre mondiale. Il a écrit ce livre magnifique qui s'appelle Le Grand Troupeau, ce qui fait qu'après, il élabore toute une espèce de théorie fumeuse, à la fois du salut par le retour à la terre, on voit comment ça se concrétisera, et du pacifisme absolu, qui l'amène donc assez naturellement à Munich, puis ensuite, de manière aussi naturelle, à écrire au début dans les journaux de la collaboration. Et c'est une figure assez classique. Quand vous prenez Orwell, par exemple, Orwell est radicalement différent. C'est-à-dire que Orwell, qui a vécu l'expérience de la misère dans la Dèche à Paris et à Londres, qui a vécu l'expérience de la guerre d'Espagne au sein des anarchistes, c'est hommage à la Catalogne, et qui a vécu, en tant d'ailleurs que policier en Birmanie, l'expérience de l'empire colonial dans Jour birman, Burmese Days, Orwell ne tire pas de ces expériences l'occasion d'une adhésion à une idéologie transformatrice destinée à réaliser le bien sur Terre. Il en tire au contraire de manière assez prudente et sarcastique, d'ailleurs le plus souvent, l'idée d'une méfiance à l'égard de la manière dont les idées, et spécialement les idées politiques, peuvent faire du mal aux hommes. Ça rappelle absolument Forster. Moi, j'aime beaucoup Forster. Vous voyez qui est Forster, l'auteur de Passage to India, un grand écrivain anglais des années 30. Forster
et publie ce livre qui a été mis récemment, enfin mis il y a une vingtaine d'années, qui a été mis en film par James Ivory. Et Passage to India est un livre qui est très très critiqué à l'époque, parce que c'est un livre qui passe pour une critique de la domination britannique aux Indes. Et en effet, c'est une critique, mais d'une certaine manière, ça n'est pas une critique idéologique. Enfin, c'est de la littérature, c'est le monde tel qu'il va. Il est interrogé à la BBC. Et on lui dit, là où un auteur français, j'ai souvent pensé à cet épisode parce qu'un auteur français se serait engouffré dans la brèche. On lui dit, mais enfin, votre livre, n'est-ce pas une condamnation de l'impérialisme britannique? Prenez un auteur français, d'hier ou d'aujourd'hui, vous lui posez une question pareille sur un livre de fiction, il va immédiatement se mettre à faire de la politique. Soit pour montrer sa belle âme, soit pour adhérer à une idéologie quelle qu'elle soit. Forster, pas du tout. Il dit, écoutez, je n'ai aucune opinion sur l'impérialisme britannique pour une raison très simple. Ah oui, laquelle? Demande Éberlué, le questionneur de la BBC. Ah ben c'est très simple. Pour moi, la plupart des hindous, comme du reste la plupart des Anglais, sont des merdes. Cette phrase a l'air indifférente comme ça, et elle ne l'est pas du tout, parce qu'elle manifeste un souci d'autre chose que vous trouvez également présent dans tous les bords du spectre, chez Tolstoï d'un côté, chez Dostoïevski de l'autre, face aux imperfections de la société russe de leur époque. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient que nous soyons, d'une certaine manière, idéologisés comme ça, avec cette addiction à l'idéologie? Je pense qu'il y a deux raisons. Je regarde histoire de ne pas vous tenir trop. Bon. Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que je pense qu'il y a une question sociologique. Au fond, ça aussi, quand on regarde le réel, il faut regarder le réel, je trouve, pour comprendre la France, et quand on regarde le réel, on voit notre pays de manière assez différente. Contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui sur les racines judéo-chrétiennes, les machins, les trucs, etc., la France est un pays déchristianisé, à peu près radicalement déchristianisé, en dehors de l'amour des crèches et de 4 conneries anthropologiques. C'est un pays qui est radicalement déchristianisé depuis les années 1710-1720, probablement avant. Alors pourquoi il l'est? C'est très intéressant de le voir. Il l'est probablement comme une conséquence des guerres de religion. Les guerres de religion ont été absolument ravageantes. Enfin, c'est une chose qu'on oublie aujourd'hui, mais il faut se replonger, pas seulement dans Montaigne, mais aussi dans Montluc, dans les auteurs de l'époque, pour se rendre compte de la rupture radicale avec deux camps adhérant en réalité au même évangile, c'est-à-dire au même texte, se réclamant de la même philosophie philanthropique, celle du fondateur, Jésus de Nazareth, se lançant dans des activités objectivement criminelles sur près de 50 ans de manière radicale. Il en a résulté, Michéa, par exemple, voit dans les guerres de religion l'acte d'émergence du libéralisme politique. C'est-à-dire du scepticisme, du fait d'aller écouter l'opinion de l'autre, du fait de préférer débattre plutôt que de se mettre sur la gueule, et ainsi de suite. On n'a jamais retrouvé, postérieurement aux guerres de religion et à 50 ans après, encore une fois, je passe sur les manifestations folkloriques, hein, on n'a jamais retrouvé le degré d'investissement collectif dans la vie religieuse, y incorporant d'ailleurs un certain nombre de débats théologiques que nous avions dans les années d'avant la guerre de religion. Il faut savoir que quand on regarde l'histoire religieuse de la France, c'est assez intéressant. Mais en 1820, par exemple, époque qu'on présente comme étant une période assez, d'une manière, théocratique, hein, la période de la loi sur le sacrilège, etc. En 1820, le taux de pratique religieuse était exactement le même qu'en 1795. C'est-à-dire qu'il n'existait déjà plus. La moitié de la population de Paris divorce entre 1790 et 1820. C'est énorme, c'est absolument énorme. Donc l'idée, si vous voulez, qui est très couramment évoquée d'un pays, comment dire, phare de la chrétienté occidentale, pour lequel les trucs auraient commencé à aller mal globalement avec ce qu'on appelle les herméneutes du soupçon, c'est-à-dire Marx, Freud et Nietzsche, est une idée qui est absolument controuvée sur le plan de la réalité historique. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Maintenant, comme il y a besoin de guides, les Français ont été tentés de trouver des guides de deux. Il y en a, il en existe.
ils ont investi de la charge de les guider, d'une part l'État, mais l'État vu en fonction d'un principe proprement théologique, central, vertical et sommital. Pour un anglo-saxon, par exemple, qui n'a pas été marqué de la même manière par les conséquences des guerres de religion, la négociation des relations entre l'État et les religions est d'une certaine manière beaucoup plus facile, et surtout, l'État n'est pas vu comme ce qui peut assurer le salut d'une société divisée. L'État est juste l'ensemble des procédures permettant à cette société dans laquelle les intérêts à l'œuvre sont contradictoires de les régler par le mécanisme de la démocratie parlementaire. C'est explique que les Anglais ont eu un parlement qui a fonctionné pendant 2 siècles, et pas nous. Et c'est la même chose avec la combinaison du système parlementaire et du fédéralisme aux États-Unis. Nous, c'est pas du tout ça. Rousseau vient, en réalité, présenter une construction qui est antagoniste aux thèses de Montesquieu, de Voltaire et plus tard de Tocqueville, une conception dans laquelle l'unité de la nation va se trouver réalisée par l'assomption d'un État tout-puissant procédant mystiquement d'une volonté générale que personne ne peut jamais décrire. Et c'est ce qui nous a conduit exactement à notre théorie de l'État et à celle que nous appliquons. Alors, avec une version grandiose, c'est De Gaulle se qualifiant de guide, et puis à une version grotesque, c'est machin apparaît à France Inter et dit mettez les masques, vous ne savez pas mettre les masques, enlevez les masques, portez les masques, remettez les masques, etc. Mais ce sont les deux bouts du spectre, du grandiose d'un côté au grotesque de l'autre, de l'idée de l'État à la pure technocratie. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que nous avons cessé de penser, probablement au moment des guerres de religion, que la confrontation pouvait déboucher sur un progrès social collectif nous permettant d'avancer dans l'histoire. Nous attendons une révélation. Cette révélation est mise en œuvre par l'État. Et de l'autre côté, reproduisant la division biblique, la révélation ne peut pas, je parle de l'Ancien Testament naturellement, la révélation ne peut pas se fonder strictement sur les institutions de l'État. Il déplut à Samuel de les entendre dire « Donne-nous un Dieu pour nous juger ». Et donc elle doit reposer également sur la dimension prophétique. Cette dimension prophétique a été soustraite aux clercs et confiée aux écrivains. Elle a été confiée aux écrivains depuis Voltaire, et les grandes figures en sont naturellement Hugo, voire Zola. L'affaire Dreyfus, en réalité, est une affaire absolument fascinante parce qu'elle fait se rencontrer ces deux mouvements. L'intérêt de l'État, vu sous le prisme de l'intérêt de l'armée, efficacité par rapport à justice, et d'autre part, la division en deux du corps des prophètes, ceux qui adhèrent à l'idée de l'innocence de Dreyfus, ceux qui n'y adhèrent pas, et se divisant en deux de manière absolument radicale. Il y a une réponse que j'aime beaucoup et qui est pour moi l'une des plus lucides du temps. Vous savez qu'au moment de l'affaire Dreyfus, il y avait ce qu'on appelle le faux Henri, qu'on appelait le faux patriotique. Dreyfus était innocent, et pour se convaincre qu'il était coupable, l'état-major fait fabriquer par le chef de la section de statistiques, qui s'appelait Henri, un faux destiné à montrer que Dreyfus était coupable. Le malheureux Henri, convaincu d'avoir fait un faux, se suicide dans sa cellule au Cherche-Midi, et tous les intellectuels de droite, j'en dirai un mot ensuite d'ailleurs, tous les intellectuels de droite lancent immédiatement ce qu'on appelle la souscription patriotique pour subvenir aux besoins de la veuve Henri, puisque son mari s'est suicidé. Et Léoto, qui était un anarchiste de première bourre, étrange, envoie 1 franc, ce qui n'est même pas beaucoup, ou 2 sous, enfin bref, manifestant qu'il ne voulait pas donner beaucoup pour la veuve. Et on écrivait, à côté de la souscription, une phrase. Et lui, il écrit « Pour l'ordre, contre la justice et la vérité ». En donnant 2 sous 50. Je trouve cette phrase « pour l'ordre, contre la justice et la vérité » quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez bien que c'est d'ailleurs, c'est au moment de l'affaire Dreyfus que, au fond, se crée une notion, vous savez ça, mais de la division de la droite et de la gauche qui n'existait pas auparavant. Globalement, avant l'affaire Dreyfus, on vit encore sur le système de l'Ancien Régime. La gauche est nationaliste. C'est la gauche qui est nationaliste, Carnot, Bonaparte, les conventionnels, etc. C'est la gauche qui est nationaliste, et la droite est internationaliste. Elle est internationaliste par souvenir du cosmopolitisme aristocratique du XVIIIe siècle. Elle est internationaliste aussi pour des raisons d'intérêt, puisqu'elle est en général portée par des classes aisées qui ont intérêt à la circulation des marchandises et des biens. Et c'est à partir de l'affaire Dreyfus, en réalité, que le système se réordonne dans l'autre sens. Donc, il y a cette nécessité d'avoir des prophètes, qui est une nécessité qui nous est propre et qui fonctionne chez nous en parallèle avec le fait que nous ne trouvons notre unité nationale que dans l'État. Nous le trouvons dans l'État d'un côté et chez les prophètes littéraires de l'autre, ce qui explique que tout écrivain français est tenté extrêmement rapidement,
d'endosser le rôle de prophète. De Voltaire à Bernard-Henri Lévy, de Brasilia, de Sartre à Malraux, et même, et y compris Camus, et y compris Mauriac dans leur investissement en politique. C'est un vide de nature religieuse que les écrivains français se sont attachés à combler. On le voit d'ailleurs avec une chose qui est absolument sans exemple dans les pays européens, c'est l'envie chez les écrivains de devenir ministre. Une chose qui n'existe pas ailleurs. Evelyn Waugh n'a jamais voulu devenir Premier ministre de Winston Churchill, ni George Orwell, ni personne. Enfin, c'est une chose qui n'existe pas. Tolstoï, Dostoïevski, Styron n'ont jamais voulu devenir ministre. Ça leur traversera pas. En France, c'est l'inverse. Chateaubriand a voulu devenir ministre et d'ailleurs l'est devenu. Malraux a voulu devenir ministre et l'est devenu. Le rêve de Malraux n'était pas d'être ministre de la Culture, mais d'être ministre de l'Intérieur. Ceux qui ne pouvaient pas devenir ministre se sont contentés de fonctions dans l'État, ont essayé de le devenir pour certains d'entre eux comme Mérimée et se sont contentés d'être nommés sénateurs et inspecteurs des monuments historiques, ou comme Stendhal, ou comme Giraudoux, ou comme Morand, ou comme Claudel, d'investir la sphère étatique. Mais ces relations très particulières entre la sphère étatique et la sphère des intellectuels est quelque chose. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que ça explique en partie, à mes yeux du moins, l'atonie et le côté étrange de notre débat public pour des gens qui, peut-être comme vous dans votre secteur médical ou comme moi dans mon secteur juridique, sont affrontés à la réalité des choses et observent de manière souvent surprise une espèce de débat entre un État ignorant du réel, critiqué par des intellectuels également ignorants du réel, et de temps en temps se rassemblant pour faire de grands conclaves d'où il ne sort rien. Il y a une deuxième raison, en dehors du rôle prophétique de l'intellectuel français, qui est qu'une espèce d'influx platonicien. Nous avons l'idée globalement que l'idée est bonne et que le réel est mauvais. C'est une idée néo-platonicienne qui a littéralement infesté le christianisme, en particulier le christianisme tardif du XIXe siècle. L'idée est bonne, c'est la matière qui est mauvaise, l'esprit est ardent, mais la chair est faible, même si dans la chair est faible, ce que Paul de Tarse décrit par chair n'est pas ce qu'on pense. Mais l'esprit est ardent et la chair est faible, donc l'esprit c'est bien, la matière c'est mal. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Chesterton, qui est un immense écrivain anglais, explique qu'au contraire, la plupart des malheurs du monde sont d'ordre spirituel. Ils sont d'ordre spirituel, ils sont d'ordre idéal, ils sont fantasmatiques, ce sont des constructions abstraites. Ils viennent d'une activité de l'esprit, ils ne viennent pas du réel. La plupart des malheurs du monde viennent d'une activité de l'esprit, et il en prend une tonne d'exemples. Commentant ce passage de Chesterton, Simon Leys, qui avait été un observateur extrêmement aigu de la révolution culturelle maoïste, Simon Leys propose en antidote, j'y reviendrai un peu ensuite, propose en antidote Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, vous vous souvenez de Robinson Crusoe, le chef-d'œuvre de Daniel Defoe, le bateau fait naufrage, et qu'est-ce que fait Robinson Crusoe pour s'en sortir? Il n'élabore pas une théorie du naufrage. Il ne se demande pas si telle conception de la navigation maritime l'a conduit là où il en est. Non, il se demande quoi faire pour survivre. Il va chercher dans les soutes du bateau des clous, de la toile, du fromage de Hollande, de la poudre et 4 trucs utiles, et il les ramène sur le rivage. Chesterton voyait dans cette activité l'antidote le plus sûr à la dinguerie idéologique. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est également quelque chose que Kessler a repris avec tant d'autres. Quand Simon Leys décrit dans Ombre chinoise et les habits neufs du président Mao la réalité de la révolution culturelle en Chine, entre 20 et 30 millions de morts, à une époque où la quasi-totalité de la presse française, du Monde à tel quel, tresse des couronnes au rêve chinois, il ne dit pas ils ont tort, les Chinois ne vont pas réaliser le paradis sur Terre. Ça n'est pas du tout ce qu'il dit. Exploitant de manière systématique les comptes rendus des réfugiés arrivant à Hong Kong, compilés par un type remarquable qui s'appelait Ladany, il décrit simplement ce qui se passe. Et décrire ce qui se passe est une chose qui est propre à un assez grand nombre d'écrivains et qui est une chose que les écrivains français oublient assez souvent
animés par cette idée que le malheur vient du réel, alors qu'en réalité, il vient de l'idée. Une fois qu'on a dit ça, ce portrait un peu accablant de notre pays, on se demande comment guérir. Et en fait, je pense que la fréquentation de la littérature, d'un certain type de littérature, celle qui échappe à ça précisément, nous permet d'une certaine manière de guérir. Alors, quelles sont les 3 manières de guérir? Et je vais me lancer dans la thérapeutique directe. D'abord, la première manière, elle est l'inverse de ce que je viens de décrire en parlant de Chesterton, c'est-à-dire la simple attention aux faits. Et personnellement, les écrivains que je préfère sont ceux qui, même alors qu'ils transfigurent les faits dans une sorte de fantasmagorie personnelle comme Balzac, au fond, ils sont extrêmement sensibles. Mais aussi Stendhal, par exemple, dans Les Voyages en France, ou Hugo dans Les Choses vues. C'est extraordinaire, c'est que ça n'est pas ce que nous préférons de nos écrivains, ça. Hugo est un immense écrivain dans Choses vues. Proust n'est pas du tout grand. Revel l'avait très bien montré par une théorie du temps plus ou moins fumeux ou la perception des sensations plus ou moins fumeuses et inspirée de Bergson. Il l'est parce que c'est un extraordinaire portraitiste et d'ailleurs souvent fabuleusement drôle de la société de son temps. Chateaubriand, on se souvient de Chateaubriand avec une espèce de mélancolie romantique, la lande de Combourg. Non, ce dans quoi Chateaubriand est absolument indépassable, c'est la description concrète du personnel politique de la Révolution et de la Restauration. Là, il est absolument ravageur et indépassable. C'est une chose qui me frappe beaucoup d'ailleurs, c'est que quand on regarde le panorama de la littérature actuelle, on a l'impression que, d'une certaine manière, cette dimension qui unirait l'attention au réel et le principe politique est tout à fait absente. Il y a énormément d'autofiction et il y a d'autre part beaucoup d'idéologie. Mais le mélange des deux, cette espèce de choses étranges dans lesquelles excellent à la fois Stendhal, Balzac et Hugo d'ailleurs, c'est une chose qui n'existe pas. À l'inverse de tout ça, vous avez Orwell. Moi, j'avoue une grande prédilection pour Orwell. Il écrit « Ce qui fait que les gens de mon espèce comprennent mieux la situation que les experts, ce n'est pas le talent de prédire des événements spécifiques, mais la capacité de saisir dans quelle sorte exactement de monde nous vivons. » Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est il manifestait une telle compréhension du système totalitaire que lorsque les dissidents soviétiques ont voulu traduire Animals Farm en russe, ils ont écrit à Orwell, c'est Leys qui le raconte, une lettre rédigée en russe. Parce qu'il leur paraissait incompréhensible, impossible, inenvisageable, que quelqu'un qui avait manifesté une conscience aussi aiguë du système totalitaire in concreto ne parlât pas le russe, ne fût pas allé en Russie, et ainsi de suite. Je trouve que c'est un des plus beaux hommages qu'on peut rendre à un écrivain. De même, quand Orwell parle de toutes les nauséabondes petites orthodoxies qui se disputent notre âme, je trouve cette phrase absolument extraordinaire, les nauséabondes petites orthodoxies qui se disputent notre âme, ça justifie le mépris qu'il a, lui qui a décrit la réalité de la vie en Birmanie, la réalité de la vie parmi les pauvres, la réalité de l'existence pendant la guerre d'Espagne, ça fonde cette attitude d'éloignement et de dédain. Il dit « Ce qui me rend malade à propos des gens de gauche, spécialement des intellectuels, ceci d'ailleurs, je rajoute ça pour ma chapelle, mais ceci vaut également pour les gens de droite qui ne sont pas moins enclins à des idéologies de même nature dans leur substance, sinon de même forme. Simplement, les curseurs ne sont pas les mêmes, mais le résultat est le même. Ce qui me rend malade à propos des gens de gauche, spécialement des intellectuels, c'est leur absolue ignorance de la façon dont les choses se passent dans la réalité. Ça me frappait déjà quand j'étais encore en Birmanie et que j'avais l'habitude de lire leur littérature anti-impérialiste. Or, il s'agit, celui qui parle est un auteur couramment considéré comme un auteur d'extrême gauche, anarchisant et évidemment anti-impérialiste. Au fond, Stendhal dans ses promenades en France, Flaubert, dont le grand œuvre reste à mes yeux pour cette raison Bouvard et Pécuchet,
sont absolument indépassables. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion récemment de lire Bouvard et Pécuchet, c'est un chef-d'œuvre absolu. Vous ne pouvez plus voir un ministre en face, vous ne pouvez plus regarder un journal télévisé, vous ne pouvez plus ouvrir un journal sans qu'immédiatement la figure de Bouvard et Pécuchet s'impose à votre esprit. C'est-à-dire des gens qui, en réalité, passent sans cesse d'une idée à une autre, en investissant ces idées d'une charge émotionnelle absolument considérable en pure perte. Voilà, ce qui forme le tuf de notre vie sociologique et de notre vie politique. Simon Leys, encore lui, parlait de ça en disant que les auteurs qui ressemblaient le plus à Orwell étaient les auteurs de ce qu'on appelle le bouddhisme Shan pour les sinologues et ce que les Européens appellent le bouddhisme zen. Par exemple, un jeune disciple demande à un vieux moine « Qu'est-ce que le Bouddha ?» Alors on imagine que si vous posez cette question à un intellectuel français bouddhiste, enfin si je puis dire, ou l'équivalent d'une question bouddhiste à un intellectuel français non bouddhiste, il vous répondra en effet par la théorie justifiant ses intérêts. Et le maître répond « Le Bouddha est un navet de 2 lignes acheté au marché de Shaogu. » Et Simon Leys écrit « La leçon à retenir est celle-ci, accrochez-vous à la réalité, si vous pouvez absolument saisir ne fût-ce qu'un fragment de réalité, si modeste soit-il, dans son irréductibilité concrète et singulière, vous prendrez appui enfin sur le solide terrain du vrai. » Et pour reparler de Chateaubriand, que j'aime énormément, Chateaubriand est très très intéressant là-dessus, parce que quand vous lisez les Mémoires d'Outre-Tombe, en fait, dans la poursuite d'une identité chrétienne de la France, vous avez une opposition absolument majeure que Fumaroli a très bien mise en lumière entre une théodicée, c'est-à-dire Bossuet, le monde agit par la providence divine, et puis au contraire de partir des catégories de l'écriture pour s'intéresser à la vie comme elle va, et c'est plutôt l'idée de Fénelon. Et en fait, le refus absolu de Chateaubriand, par Chateaubriand, de la théorie politique, qui va culminer dans sa défense de la liberté contre le roi dont il était pourtant le plus fidèle soutien, s'enracine dans cette idée que l'attention aux choses est absolument ce qu'il faut maintenir avant tout. Et puis il y a une troisième attitude aux antipodes de l'attitude couramment pratiquée par une grande majorité d'écrivains français et qui consiste à se fonder sur la compassion. Et encore une fois, à lier la compassion réelle à l'existence des situations concrètes. Je vais vous raconter une anecdote, mais j'ai pas rencontré tant d'écrivains considérables dans ma vie, mais un jour, il y a une vingtaine d'années de ça, une vieille amie à moi, j'en parle aussi parce qu'il a écrit un très très beau livre sur la dépression. Une vieille amie à moi me dit, on l'invite à dîner avec ma femme, et elle nous dit, c'est difficile parce que j'ai un ami américain assez vieux qui est vraiment profondément déprimé et avec lequel je suis tout le temps pendant qu'il habite en France et je ne peux pas le laisser. Alors je lui dis, si tu veux l'amener, amène-le. Donc je dis, je vais lui demander, et puis voilà. Et puis la porte sonne, elle arrive avec le vieux monsieur, et d'ailleurs, il y avait une dame qui servait à table, et en fait, je la vois sortir en voyant le vieux monsieur. Comme je suis à moitié sourd, en plus, j'entends pas puis je percute pas facilement avec le nom des gens, donc je ne vois pas qui c'est. En plus, sa figure ne me disait rien. Enfin, c'est un vieux monsieur. Bon. La dame sort, revient avec un livre qui s'appelle Sophie's Choice. Vous voyez ce que c'est, le choix de Sophie? Elle lui présente à signer, c'était William Styron. Moi, j'avais pas du tout réalisé que c'était William Styron. Alors évidemment, on est hyper impressionnés, on est quelques copains, là, on commence à discuter, William Styron est là, et à un moment, il me dit, en anglais, mais en fait, expliquez-moi pourquoi vous n'avez plus de littérature depuis une trentaine d'années. Je balbutie quelques conneries sur le rapport au réel, vous voyez que c'est un thème ancien. Il réfléchit 30 secondes, et il me dit, en fait, vous avez 2 problèmes. Il n'y a pas de noir chez vous, et vous ne croyez pas à la démocratie. Il voulait dire, il y a sans doute des noirs chez vous, mais vous n'accordez pas d'importance à leur vie concrète, et vous ne croyez pas à la démocratie comme processus d'amélioration de la nature humaine dans son ensemble, ni à l'un ni à l'autre.
Et c'est vrai que c'est ce que je vous disais au début, la tendance d'un très grand nombre de nos écrivains est de préférer à la fois l'idée générale et le mépris de la réalité concrète, au lieu de s'attacher à la fois à la réalité et aux moyens pratiques de l'améliorer. C'est la raison pour laquelle, parmi les écrivains du XXe siècle, pour moi, l'un des plus grands écrivains n'est pas un écrivain français, mais un écrivain belge, qui est Georges Simenon. Georges Simenon est pour moi véritablement le maître de l'attention au réel. Parce que quand vous lisez les œuvres de Simenon, j'ai relu récemment la totalité des Maigret, ça m'a beaucoup frappé. En fait, la littérature agit comme un révélateur du réel et agit comme un révélateur du vrai. Elle n'est jamais l'occasion de présenter une thèse générale. Et quand vous lisez attentivement Simenon, vous pouvez à ce moment-là décrypter une part du monde telle que vous voyez cette part s'étendre, s'établir sous nos yeux de manière beaucoup plus efficace. Par exemple, chez Simenon, il est clair que le mal est absolument partout, qu'il n'existe pas d'issue, que l'univers est un univers, l'univers social est un univers brownien, agité et incompréhensible. Cela sentait bon la bière et la choucroute. Il y avait trop de monde, des gens trop pressés, chargés de bagages, qui buvaient ou mangeaient trop vite, appelaient les garçons avec impatience, le regard fixé sur la grosse horloge lumineuse de la gare. Et pour Simenon, les gens se persuadent du contraire, du fait que tout ceci a un sens alors que ça n'en a aucun. Ce qui le frappait autrefois, ce qui lui communiquait une fièvre romantique, c'était dans cette foule en perpétuel mouvement, ceux qui avaient lâché la corde, les découragés, les battus, les résignés, ceux qui se laissaient aller à volo. Depuis, il avait appris à les connaître, et ce n'était plus ceux-là qui l'impressionnaient, mais ceux de l'échelon au-dessus, décents, propres, sans pittoresque, qui luttaient jour après jour pour surnager ou pour se faire illusion, pour croire qu'ils existent et que la vie vaut la peine d'être vécue. Quand vous avez pris connaissance de cet univers social décrit par Simenon, immédiatement vous pouvez en faire usage. Vous pouvez même en faire usage en tant que citoyen parce qu'il vous apporte un surcroît de lucidité. Par exemple, pour des domaines pratiques que j'ai eu l'occasion de fréquenter au cours de ma vie professionnelle, les institutions judiciaires. Que vous dit Simenon dans un texte magnifique qui s'appelle « Lettre à mon juge ». Il ne fait pas une théorie de la justice, il ne se met pas à se demander si, sous l'empire de la dictature du prolétariat, tout ça va bien se passer, ou à condition de retrouver les principes du droit criminel du Moyen-Âge, il y aura moins de viols dans le 9-3. Enfin, c'est pas son sujet. Dans Lettre à mon juge, il explique simplement cette vérité qui est qu'avant le crime, il n'y a pas de criminel. Avant le crime, il n'y a pas de criminel. Lettre à mon juge est une lettre extraordinaire où un criminel écrit à son juge d'instruction pour lui raconter sa vie et pour lui expliquer qu'avant le geste fatal, il était quelqu'un comme les autres. Ce qui est une question absolument fondamentale. Depuis 20 ans, par exemple, nous pensons l'inverse. Nous avons créé le délit d'entreprise individuelle terroriste, nous avons créé toutes sortes de délits qui font qu'on vous soupçonne de pouvoir passer à l'acte, comme on dit, avant que vous ayez passé à l'acte. C'est tout à fait nouveau. C'est un changement absolument radical de paradigme. Cette idée que nous ne sommes pas innocents par principe. Une innovation aussi fâcheuse que celle de la rétention de sûreté, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, dans le droit pénal, ça permet de garder quelqu'un en prison à l'expiration de sa peine, eu égard au motif pris de sa dangerosité sociale supposée. Ça veut donc dire qu'en réalité, il n'y a pas de citoyens innocents, il n'y a que des coupables potentiels. Dès lors qu'il n'y a que des coupables potentiels et que la répression est mise en œuvre par l'État, ou susceptible d'être mise en œuvre par l'État, alors il n'y a plus de sujets de droit, il n'y a plus de citoyens libres, il n'y a qu'une masse de personnes susceptibles tôt ou tard de voir peser sur eux la férule de l'État. Il ne peut donc plus y avoir d'institution démocratique, puisque le citoyen est en permanence susceptible, implicitement, d'être, pour des motifs statistiques, tenant à la récidive, demain à son origine, au fait qu'il était un peu agité quand il était jeune, qu'il est susceptible de faire l'objet de la répression pénale. Ce qui fait qu'une démocratie qui repose tout entière sur l'idée que si le citoyen doit exprimer des choix, ces choix doivent être libres et qu'il n'est pas susceptible donc d'être intimidé a priori par les instruments de l'État, cette conception-là disparaît sous nos yeux. Elle disparaît continuellement sous nos yeux depuis une vingtaine d'années. Tout ceci est contenu dans la lettre à mon juge de Simenon, sans aucune théorie, mais simplement pour nous amener à méditer sur le réel. C'est la même chose avec quelque chose de tout à fait fascinant.
Simenon, chez Simenon, le mal est omniprésent. Il est omniprésent et d'une certaine manière, on fuit le mal. La fuite est permanente chez Simenon. On fuit le mal dans une sexualité débridée, on fuit le mal aux Amériques, on le fuit par l'intérêt. L'idée de la fuite devant le mal est quelque chose de... Et en fait, Simenon est absolument révélateur d'une conception du mal qui a envahi absolument notre vie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, le mal nous est devenu intolérable. Il nous est devenu irréductible. Au fond, du temps qu'on croyait à quelque chose, on pouvait penser qu'il était possible de réduire le mal soit par un effet de conversion personnelle, soit par l'effet de la création d'un système politique juste qui aurait désorganisé, atteint, réduit, diminué les causes du mal. Nous avons totalement cessé d'y croire. Le mal reste donc devant nous comme quelque chose que nous ne pouvons pas nommer. C'est tout à fait étonnant. Et Simenon décrit ça de manière absolument magistrale, mais presque sans jamais en parler. Quelles sont les deux conséquences ? La première, c'est que, en réalité, tout criminel est un fou. J'observe en tant que citoyen, en tant que spectateur du système pénal, une tendance tout à fait étonnante à psychiatriser en permanence l'acte criminel. La seule chose qui y échappe à peu près, c'est quand on tue grand-mère pour hériter de sa thune. Et encore, je pense qu'un jour, on viendra dire que le fait de tuer grand-mère pour hériter de sa thune manifeste une sorte de faille intérieure. Et la deuxième chose, qui est plus grave à mon avis, c'est dans la mesure où le mal est vécu par nous comme quelque chose d'irréductible et d'ininterprétable et qui n'a pas de solution, alors il s'agit de sortir le mal de nous-mêmes. Il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé au cours du quinquennat précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la déchéance de nationalité des terroristes. C'était pour moi l'exemple même d'un truc... d'un acte si énorme qu'il en paraissait freudien, quoi. Vous voyez, quelque chose de vraiment gigantesque. Quand peut-on imaginer 30 secondes qu'un type qui est prêt à faire péter le Bataclan, et donc à claquer in the process, avec sa ceinture bourrée de Semtex, va être dissuadé par l'hypothèse d'être privé de nationalité. En morceaux, à la morgue, bout de passeport, ça n'a aucun sens. Quel est le sens que ça a ? Ça a le sens de la création de la société des purs dans l'idée d'une société qui ne peut plus avoir affaire avec le mal. Ces gens qui commettent le mal absolu ne peuvent pas être les nôtres. Ils ne peuvent pas être des nôtres. Ils doivent sortir de la nature humaine. Alors, on ne peut pas les faire sortir de la nature humaine, parce que là, on serait borderline nazisme, quoi, vous voyez. On ne peut pas les faire sortir de la nature humaine. Encore que l'emploi des métaphores animales pour les désigner, les loups solitaires, par exemple, est extrêmement révélateur à cet égard. On ne peut pas les faire sortir de la nature humaine, on va du moins les faire sortir de la nature politique. Ce ne sont pas les nôtres. Ils ne peuvent pas être français comme nous. Se seraient-ils fait péter en morceaux au Bataclan? En fait, eux et leurs semblables ne doivent plus être français, et c'est la raison pour laquelle on procède à la déchéance de nationalité. C'est un des actes les plus surprenants sur le plan de la symbolique politique que j'ai vu ces dernières années. Et donc, d'une certaine manière, la seule solution que je peux voir à nos déviances nationales, et d'ailleurs, j'espère qu'un jour, je verrai arriver un grand écrivain du XXIe siècle qui saura, comme Balzac l'a fait, comme Zola même l'a fait, retrouver le réel à l'intérieur même du réel. La seule chose qui nous reste à faire, c'est au fond de vivre dans l'amour de la réalité. Et c'est quoi l'amour de la réalité? C'est cette espèce de terre promise qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on se rapproche, mais à laquelle nous ne pouvons, en vérité, sauf à courir un grave péril collectif, substituer aucune construction imaginaire. Merci. Merci beaucoup François Sureau pour ce voyage dans le temps et dans l'abstraction, avec un atterrissage dans la réalité, la réalité et l'actualité, j'ai envie de dire. Alors on a un peu de temps pour répondre à quelques questions. Je vais peut-être simplement poser une question qui est certainement
naïve, mais tu n'as pas cité Céline. Et j'avais envie d'avoir ton sentiment sur la notion de réalité selon Céline, à travers l'écriture et sa manière de décrire. C'est marrant que tu dis ça parce que, en fait, j'avais prévu d'en parler, puis je me suis dit que j'avais même. Ça va? Ouais, ça va. Et tu sais qu'il y a des médecins, là. Il faut que je reste debout. Oui, alors. Pardon. Hein, je t'en prie. J'avais prévu de parler de Céline. J'ai un réel. Enfin, c'est difficile à dire. Il y a chez Céline Céline est un écrivain du réel. Oui. Il est un écrivain du réel à ses débuts. On voit très bien. Moi, j'adorais, par exemple, y compris sa thèse Vie et mort de Philippinas Semmelweis, avec la phrase finale dans la vie, tout se paye. Le bien, c'est beaucoup plus cher, forcément. Ce qui est extraordinaire pour quelqu'un qui ensuite a pris d'autres voies. Et le Céline du voyage, et pour moi encore plus le Céline d'un château l'autre, sont véritablement... c'est un écrivain de la transfiguration du réel. Je suis très peu sensible à son style, je ne crois pas du tout à ces histoires de petites musiques, j'aime pas ça. Mais en effet, il y a un élément de réel. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que d'une certaine manière, l'élément de réel, on voit très bien se produire chez Céline ce que j'ai décrit, c'est-à-dire qu'en cours de route, de manière assez mystérieuse, cet élément de réel a été subverti par l'explication univoque. C'est-à-dire le juif, exactement comme chez Bernanos, l'imbécile mène le monde. Alors, en fait, Céline utilise le juif comme Bernanos utilise l'imbécile. Simplement, dans les moments où Céline a utilisé le juif, il était, bien plus coupable à l'utiliser que Bernanos l'imbécile. Et c'est ça qui me frappe, c'est-à-dire qu'il y a chez Céline une part de ce que j'aime, et puis c'est aussi l'expression de la part du danger d'un écrivain qui... alors je vais essayer de retrouver ce que je voulais vous dire, parce que en m'interrogeant sur Céline, j'étais retombé... où est-ce que j'ai mis ça ? Voilà. En m'interrogeant sur Céline, j'avais repris le journal de Junger. Et c'est très intéressant parce que on voit bien ça, on voit bien comment le Céline qui apparaît dans le journal de Junger en décembre 1941 n'est pas le Céline du voyage, et au fond n'est même pas le Céline d'un château l'autre. C'est un Céline dont la cervelle est à moitié mangée par les idées. Par l'idée, parce que tout ce que je n'aime pas, quoi. Voilà. L'après-midi, c'est le journal de Junger en décembre 41. L'après-midi, à l'Institut allemand rue Saint-Dominique. Là, entre autres personnes, Merlin. Pour des raisons de discrétion, quand le journal est paru en France en 46 ou 47, Céline était encore au Danemark réfugiée, et ne voulant pas apporter de l'eau au moulin de son procès et de ses accusateurs, Junger a changé son nom. Dans les versions ultérieures du journal, il s'appelle à nouveau Céline. Merlin, grand, osseux, robuste, un peu lourdeau, mais alerte dans la discussion ou plutôt dans le monologue. Il y a chez lui ce regard des maniaques, tourné en dedans, qui brille comme au fond d'un trou. Pour ce regard aussi, plus rien n'existe, ni à droite ni à gauche. On a l'impression que l'homme fonce vers un but inconnu. J'ai constamment la mort à mes côtés, me dit-il. Il dit combien il est surpris, stupéfait, que nous, soldats, nous ne fusillions pas, ne pendions pas, n'exterminions pas les Juifs. Il est stupéfait que quelqu'un disposant d'une baïonnette n'en fasse pas un usage illimité. Si les bolcheviks étaient à Paris, ils vous feraient voir comment on s'y prend. Ils vous montreraient comment on épure une population, quartier par quartier, maison par maison. Et Junger finit. J'ai appris quelque chose à l'écouter parler ainsi 2 heures durant, car il exprimait de toute évidence la monstrueuse puissance du nihilisme. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui est fascinant avec Céline, c'est la manière dont, d'une certaine manière, cette monstrueuse puissance, incarnée dans une idée absurde, finit par lui manger la tête, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc, on va prendre quelques questions, quelques interrogations pour ceux qui souhaitent. Oui, alors on peut donner... Présentez-vous, comme ça on saura qui vous êtes. Super.
Bonsoir, je suis Doina Diana Tessurolier, je suis psychiatre, équipe mobile de psychiatrie de liaison. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, psychiatrie de liaison. Mais on va vous expliquer peut-être dans un autre cadre parce que là, ça va être un peu long. Ça veut dire que je vois des patients dans un hôpital qui est un hôpital général, je vois des patients qui présentent des troubles psychiatriques. Voilà. Merci pour la qualité et l'excellence de votre conférence. Alors, vous avez évoqué le passage à l'acte suicidaire pour 2 grands hommes. Un, rue du Cherche-Midi. Vous avez évoqué une cellule. Alors, je ne connaissais pas l'existence d'une prison rue du Cherche-Midi, mais c'est probablement à cette époque-là que ça se passait. Et l'autre, en Angleterre. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous auriez fait si vous viviez ou si nous vivions pour empêcher ce passage à l'acte? Parce que très souvent, on se pose la question après cet acte d'absence de prévention. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour qu'il ne passe pas à l'acte? Pour que la veuve ne soit pas confrontée au geste ridicule de 1 franc et pour que l'autre grand homme, après beaucoup d'années d'écriture magnifique, ne passe pas à l'acte de manière définitive. Pourquoi faudrait-il ne pas passer à l'acte? Je me pose la question de manière non coquette, mais je me pose la question de manière tout à fait sérieuse. Quand Kessler se suicide, il a le sentiment, d'abord il a un cancer, en plus il a le sentiment d'avoir accompli sa vie. Et au fond, il est guidé par... il y a une très très belle phrase, hein, c'est assez beau d'ailleurs ce suicide. Il écrit je m'achemine vers la mort avec une conscience aiguë, non pas de la foi, mais du sentiment océanique de la vie que j'ai eu alors que j'étais à la veille d'être fusillé pendant la guerre d'Espagne. Ce sentiment m'a accompagné toute mon existence et m'accompagne encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, il serait mort 2 ou 3 ans après, il décide de faire le dernier pas lui-même. Je ne suis pas absolument convaincu que je me serais présenté à sa porte en lui disant « Arthur, réfléchis un peu, ça va rendre triste les gens autour de toi ». C'est plus troublant pour sa femme. Il avait épousé une de ses élèves qui s'appelait Cynthia Jeffries. On a trouvé ce mot à côté d'eux quand il est mort, et elle avait également écrit un mot. Et c'était « J'aime la vie, mais je ne conçois pas la vie sans Arthur ». C'est assez difficile d'aller leur dire bon, voilà, il peut y avoir une vie sans Arthur. Peut-être qu'il y a des gens pour qui il n'y a pas de vie sans Arthur Kessler. C'est une chose qu'on peut rencontrer à plusieurs reprises dans la vie des écrivains. Alors je ne parle pas du suicide de Nerval, qui est quand même très clairement dicté par autre chose. Delay a écrit une page magnifique sur la fin de Nerval. Mais prenez Monterland, par exemple. Monterland s'est tiré une décharge de chevrotine dans la tête en laissant un mot « Je deviens aveugle, je me tue ». Voilà. Pareil pour Gary. Qu'on n'aille pas chercher ici l'ombre de Jan Seberg. Enfin bon, quelqu'un qui est arrivé au bout de son existence terrestre et qui décide de lui-même d'y mettre fin, je préfère laisser face à ça une espèce de grand point d'interrogation ontologique. En réalité, je vais même aller plus loin. Et je sais que pour avoir des amis psychiatres et une fille psychiatre, je sais que souvent cette mention étonne les psychiatres. Mais je vais vous dire très franchement que je considérerais pour ma part le suicide, en tout cas en fin de vie, avec faveur, si je ne bénéficiais pas des secours d'une conviction religieuse personnelle. Je n'y verrais aucun obstacle. Mais vraiment aucun. Pas plus que les Romains n'en ont vu, pas plus que des tas de gens n'en ont vu. C'est la seule chose qui font que je trouve ça dommage tout en ne m'en reconnaissant pas juge, c'est d'une certaine manière cette superstition particulière qui est la mienne et dont je pense qu'elle dit plus de la vérité que l'absence de superstition dans la plupart des autres cas. C'est ce que disait Tertullien. J'ai vu ce à quoi croyaient les hommes qui ne croyaient pas en Dieu. Mais voyez, voilà, j'aurais certainement fait un très très mauvais médecin. Allez-y, je vous en prie, voilà le revolver. Certes, c'est un point de vue qui est philosophique, mais est-ce que l'avocat, en vous, aurait dit la même chose il y a 20 ans ? Sur le suicide ?
Oui, bien sûr. Non, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Le seul élément qui me trouble, vous voyez, sur le plan judiciaire, ça n'est pas le suicide, c'est la forme particulière du suicide sans conscience, c'est-à-dire la forme particulière de l'euthanasie. Parce que je suis amené, mais comme homme, comme citoyen, à me poser la question, et je me la suis posée, d'autant que j'ai eu des cas comme ça dans mon entourage. Je ne crois pas du tout au billevesé de ce qu'on appelle, comment on appelle ça, là, les instructions, là, parce que vous savez, quand on donne des instructions, les anticipés, c'est ça, des involontés, là, je sais pas comment ça s'appelle. Si ça va pas piquer moi, quoi. Bon, mais ceci ne vaut que dans l'instant. Je veux dire, quiconque a accompagné un proche dans ces derniers instants voit bien que, alors même que 10 ans avant, en pleine forme, il aurait écrit « Si ça va pas piquer moi », il se trouve introduit par l'agonie dans une expérience existentielle d'une nature complètement différente, qui fait qu'à mes yeux, ces choses cessent largement d'être valides. Et je ne parle pas du fait que j'ai vécu un moment dans le Berry où la grande spécialité était de pousser les vieux dans le feu, histoire de pouvoir en hériter plus vite. Bon, ça c'est un problème d'ordre public. Mais voyez, donc, non, Kafka a une phrase que j'aime énormément, qui est « Il faut se tenir devant la vie des autres avec autant de respect que devant les portes de l'enfer ». Et ceci vaut pour moi également sur des questions dramatiques comme celles que vous évoquez. Merci. Merci. D'autres questions? Oui. C'est bon? Oui. Vous êtes où? C'est qui? Pardon. Bonjour, François Deroche. Oui, François. François Deroche, je suis médecin, je m'occupe du dopage dans le service du professeur Amin Benyamina. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, comme ma collègue, pour la qualité de votre intervention, vous dire que c'est la cerise sur le gâteau, c'est le dessert de ce congrès, mais j'ai quand même une petite remarque concernant l'abstraction des écrivains français. Je serais peut-être beaucoup moins sévère à leur égard que vous, dire que sans abstraction, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de beauté quelque part, et à la rigueur, on devrait laisser l'abstraction aux écrivains. Par contre, cette abstraction, elle devient dangereuse quand elle est habitée par des journalistes, par des politiciens, et aujourd'hui, on le remarque sur la scène depuis une vingtaine d'années, effectivement, vous avez parlé de ça. Vous avez peut-être volontairement pas parlé de... Aujourd'hui, le climat politique en France n'est pas très sain. Effectivement, il y a des lois que je considère comme des lois d'exception, des lois qui n'ont pas lieu d'être sur la scène publique. Ceci dit, il faut, et je vous accorde également le fait que la France s'est déchristianisée depuis 1700, sauf que depuis une vingtaine d'années, tous les écrivains, tous les pseudo-idéologues aujourd'hui qui apparaissent sur les plateaux de télévision et dans l'environnement, entre parenthèses, intellectuel, sont devenus judéo-chrétiens. Et pourquoi? Pour combattre l'idée, l'émergence d'une nouvelle religion peut-être qui commence à apparaître et qui s'appelle l'islam. Et ça, c'est vraiment regrettable. Si on veut vraiment avoir une paix sociale, si on veut avoir il faut probablement regarder comme vous l'avez abordé, c'est-à-dire je reviens sur la laïcité, mais c'est trop long pour aborder cela. Mais ceci dit, pour vous dire qu'on pourrait peut-être accorder aux écrivains cette abstraction, c'est leur droit, et ça ne peut qu'une richesse pour la littérature, pour la culture en France, mais par contre, elle devient insupportable et elle devient extrêmement dangereuse quand elle est prise par soit des politiciens, soit par tout simplement des journalistes qui deviennent tout simplement des idéologues pour mener une opinion dans un sens ou dans un autre. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup parce que ça va me permettre de préciser 2-3 points et je vois très bien ce que vous voulez dire et je suis assez d'accord avec vous. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin pour préciser ma pensée là-dessus. Quand je disais l'abstraction, en fait, je visais l'abstraction politique.
c'est-à-dire la dévotion des écrivains à un système de pensée qui fait par exemple que les théories de l'engagement de Sartre débouchent sur cette monstruosité romanesque qu'est les chemins de la liberté, exactement comme Paul Bourget en 1890 avait des théories sur l'évolution sociale qui débouchaient sur les navrants romans de Paul Bourget. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça n'est pas l'abstraction en général, c'est une dévotion à l'abstraction politique qui effectivement ensuite, comme vous l'avez dit, est très très facilement récupérée par politiques, journalistes, etc. En revanche, je ne suis pas un fanat du naturalisme à tout crin, de la description type nouveau roman des pieds de la chaise, parce que ça échapperait à l'abstraction. Au contraire, la littérature que je préfère est une littérature de réenchantement du monde. Ça, c'est une littérature qui, d'une certaine manière, va du Grand Maulne, d'univers absolument féerique, jusqu'à la Nadja d'André Breton, en passant par un assez grand nombre de surréalistes, et même dans la période récente, par quelques grands romans de Julien Gracq. Vous voyez, donc j'ai été imprécis là-dessus. Je visais spécialement l'abstraction politique et la soumission à l'abstraction politique, et non pas cette capacité à réenchanter un monde qui est le nôtre et qui est relativement désenchanté et qui me paraît incroyablement utile. Ce qui me frappe d'ailleurs aujourd'hui dans l'état présent de la littérature, mais ça nous emmènerait très loin, c'est que d'une certaine manière, ce réenchantement ne fonctionne pas. C'est-à-dire que nous avons affaire à une littérature qui, pour près de la moitié de la surface, est une littérature de cure, au sens de cure psychanalytique, et pour l'autre moitié de la surface, c'est une littérature de l'abstraction politique. Mais la littérature de l'enchantement a à peu près disparu. C'est assez étonnant parce que je suis rentré au comité de lecture des éditions Gallimard. Gallimard étant l'un des grands éditeurs français, on reçoit énormément de textes. Voilà. Et j'ai fait une typologie des textes qu'on reçoit. C'est fascinant, c'est-à-dire qu'on ne reçoit que 4 catégories de textes. Première catégorie de textes, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient un chouan, un tirailleur annamite, un tirailleur marocain, un tirailleur cambodgien, et il a été persécuté par la France. Pas moi, lui. Bon. Lui, le grand-père n'a jamais parlé, mais le petit-fils parle à sa place. Deuxième hypothèse, j'ai été abusé par mon prof de gym, mon pasteur, mon rabbin, mon curé, etc., etc. Et je vous raconte en quoi c'est horrible. Troisième hypothèse, ma fille qui est à Sciences Po veut épouser un transgenre et ça me pose des tas de problèmes. Quatrième hypothèse, le réchauffement climatique est gigantesque, les eaux montent et ça va chier. Voilà. La plupart des manuscrits qu'on reçoit se rangent dans l'une de ces 4 catégories, exactement comme en 1930, les manuscrits, c'était plutôt le genre, le roman d'un Spahi, les beautés du Sahara, ou la découverte de l'Orénoque après Sandrard. C'est extraordinaire à mes yeux, c'est que aucun des thèmes que je viens d'évoquer n'est un thème insusceptible d'être abordé par la littérature, naturellement. Mais il ne débouche pas sur un réenchantement, alors que je m'interroge là-dessus. Les catégories morales à l'œuvre dans les ouvrages qui nous enchantent sont quelquefois d'ailleurs incomparablement plus dures et plus douloureuses que celles qui sont contenues dans les livres de simple confession personnelle. L'idée morale qu'il y a derrière le Grand Maulne est une idée absolument tragique. Et je ne parle pas de la fin de Nadja, qui se termine par... Enfin, qui ne se termine pas, d'ailleurs, on sait comment elle est morte de cachexie dans un hôpital pendant la guerre, mais il y a derrière Nadja quelque chose d'absolument tragique, mais qui n'empêche pas l'enchantement. Donc ça, c'est le premier point. Ce que je visais, c'était l'abstraction politique, ça n'était pas le réenchantement du monde. Sur ce que vous évoquez sur le judéo-christianisme, ça aussi, ça nous mènerait très très loin. Je suis... à 1000% d'accord avec vous, et peut-être d'un point de vue d'ailleurs radicalement différent, c'est que j'observe que tous les gens qui parlent de ça, que beaucoup d'écrivains qui se réclament, enfin, si vous voulez, aucun grand, pour prendre les écrivains que je connais le mieux dans ce registre, qui sont les écrivains catholiques, aucun grand écrivain catholique n'a écrit au XXe siècle sans la volonté absolue de ne pas être un grand écrivain catholique, de ne pas en tirer de conséquences politiques et d'être au contraire inquiet des conséquences que ça pouvait avoir, ses œuvres, sur le salut de ses lecteurs. C'est vrai pour Julien Green, qui est un auteur que j'aime énormément et qui récusait absolument radicalement cette idée, et c'est même vrai pour Mauriac que cette question a conduit à près de 20 ou 30 ans de silence romanesque.
c'est à nos très grands écrivains de l'orbite religieuse, ceux qui clairement y croyaient, qui ne faisaient pas que croire que la religion était un dispositif anthropologique qui leur paraissait sympathique parce qu'ils préféraient vivre dans la France dans 1930 que de la France de maintenant. Ce qui est le cas de beaucoup de gens qui évoquent la religion maintenant, en tout cas à droite. Ce qui me frappe, c'est que ces auteurs-là ne se sont jamais aventurés jusqu'à ça. Et personnellement, moi qui ne me définirais pas du tout comme un écrivain religieux, mais qui est par ailleurs une religion particulière, je suis frappé comme d'un blasphème par l'usage de la religion dans le champ politique. Comme d'un blasphème, littéralement. C'est une chose condamnable. Quand le pape Pie XI a condamné l'action française et le mot racisme, il l'a condamné pour cette raison. Parce que ça substitue à l'idée du salut et du salut individuel une construction politique collective qui est une construction idolâtrique. Donc, ce qui me frappe beaucoup dans le mouvement que vous décrivez en plus, c'est son caractère. C'est pas seulement qu'ils se prétendent judéo-chrétiens, mais c'est le caractère intrinsèquement blasphématoire de leur position à l'intérieur de l'espace public. Et puis, le troisième point qui me frappe beaucoup dans ce que vous dites, c'est on parle de loi d'exception, de tout ça, je suis d'accord avec vous. Ce qui me frappe va un poil au-delà de ça, c'est que au fond, pour des raisons que j'ai indiquées et qui tiennent peut-être à notre évolution culturelle au cours des 200 dernières années, nous ne pensons pas que le progrès, au sens le plus large du terme, hein, pas le progressisme bêlant, mais que le progrès vers plus de justice, d'inclusion, d'aménité, d'amitié entre les personnes, enfin, la disparition de cette... Enfin, la disparition, l'érosion, le camouflage de cette quantité invraisemblable de mal que Freud décrit au début de L'avenir d'une illusion, que ça, nous avons cessé de penser que ça pouvait naître de la libre confrontation dans l'espace public des opinions, dans des mécanismes constitutionnels prévus à cette fin, par exemple la démocratie représentative, nous permettant l'alternance, les progressions, la négociation, etc. Nous avons cessé de le penser, si tant est que nous ne l'ayons jamais pensé. Et donc nous avons un Parlement qui n'existe plus, une institution judiciaire en révolte, un gouvernement absolument à la ramasse face à l'intensité des demandes sécuritaires et des demandes de paix civile. Et donc, d'une certaine manière, à mes yeux, nous sommes assis sur un volcan ou sur une chaudière. Mais nous sommes assis sur une chaudière parce que nous avons collectivement cessé de penser qu'il doit pouvoir exister un lieu neutre où se fabrique, d'une certaine manière, quotidiennement ou hebdomadairement ou annuellement, le progrès, notre progrès collectif, ce qui rend simplement la vie vivable. Nous avons collectivement cessé de le penser. Si nous n'avions pas collectivement cessé de le penser, nous n'aurions pas des institutions dans l'état de déréliction où elles sont à l'heure actuelle et où, au fond, par exemple, faute d'exercice de la responsabilité politique, vous vous rendez compte que le simple citoyen, quand il veut se plaindre de son gouvernement, puisqu'il a affaire à des gouvernements irresponsables au sens propre du terme, les ministres sont responsables devant le Premier ministre, qui n'est responsable que devant le président, qui n'est responsable devant personne. Donc nous avons créé une espèce de système bolivien où personne n'est responsable devant personne. Les deux seules manières de recréer de la responsabilité, c'est l'émeute, les gilets jaunes, la rue, etc., ou bien le procès pénal. Buzyn, Philippe, c'est les deux seules manières que le citoyen a de recréer de la responsabilité. Mais d'une certaine manière, je ne crois pas du tout à la fable de l'État coupable face à un corps social innocent. Nous sommes, puisque nous sommes un pays démocratique, tous collectivement responsables de notre dérive institutionnelle. Merci François. Bernard ? Je vous remercie d'avoir si bien parlé de Simon de Leys, parce que pour ma génération, c'est l'écrivain qui a démythifié la grande révolution culturelle prolétarienne qui était portée au nu par d'autres écrivains tels que Philippe Solers ou d'autres, qui d'ailleurs ont survécu très bien, alors que Simon de Leys n'a pas eu la gloire qu'il méritait. Alors, moi, ma question, c'était ces termes du débat entre un écrivain accroché aux faits et puis un écrivain idéologue. Est-ce qu'on le retrouve à l'heure actuelle et comment ? Parmi les écrivains actuels, vous voulez dire, je suis frappé de... au fond, je vais vous étonner peut-être, mais... alors après, chacun a des préférences sur le plan littéraire, et puis, mais il y a des...
je trouve que ça existe et que ça n'est pas si fréquent. Moi, je vois 3 exemples, par exemple, dans la littérature actuelle. Jean Rollin, l'auteur du La frontière belge, le journal de Gand aux Aléoutiennes, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le Pont de Beson. Il erre, ça ne porte pas sur Céline, mais c'est le même endroit, il erre sous le pont de Beson et il décrit ce qu'il voit. Et pour le coup, il y a à la fois la description de la vie sociale contrastée sur le plan des origines, des niveaux de vie, de tout ce qu'on veut aux alentours du pont de Beson, des faillites, de l'espace urbain, du logement, de tout ce qu'on veut, avec un regard, avec une tendresse, avec une ironie stylistique presque proustienne, qui au fond, pour le coup, réenchante véritablement le monde. Il y a quelque chose dans Jean Rollin. Même si ça n'est pas... c'est absolument pas comparable, mais je trouve qu'il y a quelque chose de Tesson dans son désir de s'en aller ailleurs, dans une espèce de littérature de la fuite qui rappelle celle de Sandrard. Alors une littérature de la fuite dit aussi quelque chose du caractère insupportable de notre vie présente. Donc personnellement c'est un auteur que j'aime bien. Et le troisième c'est Édouard Louis, pour en finir avec Eddie Bellegueule, qui à mon avis dit également quelque chose et sans après de la réalité. Et la manière dont il le dit, sans ressentiment visible, enfin avec douleur et sans ressentiment, si je puis dire, est quelque chose qui, à mes yeux, est assez précieux. Après c'est chacun selon son... Merci bien. Dernière question. C'est marrant parce que sous le pont de Beson, c'est là où ont échoué les corps des Algériens massacrés au 17 octobre. Hein. Absolument. Le président est allé rendre hommage il n'y a pas si longtemps sous le pont de Beson. Bon ben. Docteur Godben, psychiatre addictologue, c'est une question un peu qui rejoint celle de ma collègue, qui illustre la différence de point de vue entre le médecin psychiatre et l'écrivain autour de la question du suicide. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une vision critique de l'œuvre d'un écrivain faisant abstraction de sa personne et de ses engagements politiques? Par exemple, nous, en médecine, ici, on se fiche pratiquement des mœurs, des engagements politiques ou sexuels des médecins. Pourtant, il influence beaucoup leurs travaux et on ne jette pas le bébé avant avec l'eau du bain. Et puis, je vois que même il y a des travaux, même issus d'expériences nazies, et pas que nazies, d'expériences qui répondent à aucune éthique humaine, qui sont utilisées dans la science. Et vous citiez par exemple Brasillac, qui est un peu passé dans les oubliettes de l'histoire, surtout pour les gens d'origine non française comme moi. Et pour cet auteur, par exemple, qui illustre typiquement quelqu'un qui a été exécuté parce qu'on a dit la plume est plus dangereuse que le fusil, où il y a 3 phases, grosso modo, dans ses écrits, avant qu'il soit un peu le représentant, le rédacteur en chef de Je suis tout, ses œuvres de jeunesse, et puis peut-être les dernières de ses œuvres qui n'ont rien de politique, une fois qu'il se sachait mourant, qu'on dit c'est un peu l'idéal de ce qu'il a fait, Poème de Fresne, vous voyez. Bon, moi j'ai découvert ça complètement par hasard, pas par les voies officielles de l'histoire, etc. C'est-à-dire, je trouve que, bon, pourtant nous ne sommes pas... Peut-être les psychiatres pensent un peu à la psyché et tout ça, mais les médecins sont plus terre à terre, mais je dirais un peu plus indulgents par rapport à la pensée divergente. Non mais vous avez totalement raison, j'ai un peu forcé le trait quand même. Hein. Alors j'ai forcé le trait pour 2 raisons. Un premier tropisme personnel qui dit quelque chose de moi et non pas de l'histoire de la littérature. D'une certaine manière, j'ai été très longtemps sensible à la figure de l'écrivain. Voyez, et sa figure, c'est à la fois ses livres et sa vie. À Faulkner, tombant sous whisky dans les champs de blé, à Apollinaire et aux circonstances de sa vie, à Sandrard et aux circonstances de sa vie. Et dans mon désir d'aimer, j'aimais aimer à la fois les livres et la vie des auteurs. Ça ne dit rien d'autre que ma naïveté et mon immaturité, naturellement, que cette projection. Mais c'est une explication de ce tropisme. La deuxième chose, c'est que mon idée était d'une certaine manière dictée par le regret. C'est-à-dire par le regret d'avoir vu tant d'auteurs dévoyer leur œuvre dans l'adhésion à des idéologies mortifères,
alors qu'ils avaient le talent pour faire autrement. Par exemple, ça n'était pas évident dans ce que je disais, mais je suis un grand amateur de Sartre. Je donnerais énormément de livres de la littérature contemporaine pour Les mots, qui est sans doute, c'est-à-dire son livre le moins idéologique et le plus splendide, y compris les phrases de la fin. Et puis, en troisième lieu, ce qu'il y a de merveilleux avec les auteurs, c'est qu'en effet, ils s'échappent toujours par quelques côtés, quoi. Dans tous les sens, d'ailleurs. Hugo a un côté pénible. Tout le monde l'adore, il n'a jamais pris de position, il n'a pris entre guillemets que de bonnes positions, vous voyez, par rapport à l'idée générale. Bon, il y a des moments où on préfère des types qui ont pris un peu moins de bonnes positions et qui sont un peu plus amusants. Enfin, Joseph de Maistre, qui était un réac absolument patenté, je le trouve plus drôle. Enfin, je préfère les soirées de Saint-Pétersbourg à l'idéologie républicaine de Victor Hugo, quoi, vous voyez. Donc, de même, ce que vous dites sur... Comme le temps passe, c'est un livre qui m'a beaucoup ému de Brasillac quand j'étais jeune, avant qu'il se mette à déconner avec Je suis partout. De même, les derniers poèmes de Fresne, très très belle interprétation par Freinet d'ailleurs, les derniers poèmes de Fresne sont absolument magnifiques. Donc ça n'était pas, une incitation du tout à condamner les auteurs à raison des circonstances particulières de leur vie, mais plutôt à déplorer ce qui, dans leur œuvre, avait été dévoyé ou la part excessive qu'ils avaient consacrée à des constructions politiques qui, à mon avis, étaient simplement dommageables, quoi. Merci beaucoup. Donc le temps passe. Merci beaucoup François Sureau. Merci de nous avoir permis de voyager de l'abstraction durant 2 siècles et d'être venu sur le plancher parfois un peu fade de la science, un peu dur. Merci d'être venu parler d'addiction. Alors, je vais vous demander de patienter encore 5 minutes pour clore ce congrès. J'ai demandé à François de rester avec nous. Je vais me mettre au pupitre et surtout l'applaudir pour cette superbe conférence qui nous a encore emmenés quelque part. Pour rester ici.